En 1997, Toyota remportait son premier titre de JGTC, mettant fin à une période de 30 ans. 30 ans dans l'ombre de son grand rival, Nissan. Quelque chose dont on a déjà parlé dans une autre vidéo que je vous invite à ajouter à regarder plus tard, que vous allez regarder un jour. J'en doute pas. Et ce titre est extrêmement important parce que c'est à ce moment la fin d'une rivalité qui a duré 30 ans. 30 ans de lutte, d'humiliation, pour enfin prendre sa revanche. Et si effectivement la vengeance est un plat qui se mange froid, certains préfèrent battre le fer tant qu'il est chaud. Vous l'aurez compris à l'intro et au titre, aujourd'hui on va parler de la Nissan GT-R, alors installe-toi, mets-toi bien, prends-toi une petite pizza ou un kebab si c'est plus ton truc. Pourquoi pas une boisson qui viendrait peut-être dans des liens dans la description, mais cette vidéo n'est pas strictement sponsorisée. Alors aujourd'hui on va juste vous remercier, vous, les viewers. Oui, vous qui regardez ces vidéos et qui peuvent rendre possible ça. Que vous soyez un généreux mécène basé au Luxembourg, quelqu'un qui ralasse les subs sur Twitch ou simplement un viewer qui lâche son prime de temps en temps, peut-être même juste quelqu'un qui regarde les vidéos simplement de bout en bout. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, ce petit con disait encore « N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, ça m'aide énormément parce que j'aimerais faire de ça mon métier. » Et aujourd'hui, ce petit con, il peut vivre de son travail. Alors du fond du cœur, de la part du Clippy du montage qui est obligé de faire une rustine, merci. On est dans un Japon d'après-guerre. Plus d'infos, la vidéo sur la Supra. Nissan lutte sur son marché domestique afin d'écouler autre chose que des Patrol. Alors sous l'emblème Datsun, ils vont bien avoir un petit peu de réussite, mais c'est pas glorieux. Pendant ce temps-là, à Mitaka, on retrouve une entreprise du nom de Prince Motor Company, ou comme on dit là-bas, Prince Motor Company. Une entreprise dont les origines sont en fait multiples, un petit peu comme moi, puisqu'elle descend à la fois de la division de voiturettes électriques de la Tachikawa Aircraft Company, oui, les mecs qui faisaient des KI-36 dont on se servait comme bélier contre les bateaux américains, mais aussi d'un plus tard merger entre ce qui était l'anciennement la Nakajima Aircraft Company, oui, les mecs qui ont fait les KI-43, oui, les mecs qui auraient dû faire le KI-201 Karyu, mais on va s'arrêter là parce que moi, je parle de bagnole et que sinon, je vais me lancer sur l'aviation là et ça va pas être... Oh, ça va être long! Maintenant, Prince produit des bagnoles et pour se distinguer sur un marché plein de mules et autres chevals avec un S de travail, il décide de produire des voitures plutôt haut de gamme, des voitures un peu luxe, notamment en 1957, la Prince Skyline. 1,5 litre de cylindrée, 60 chevaux à 4400 tours minute, bref, à peine de quoi faire rougir un mixeur ninja. Ce qui ne va pas les empêcher d'inscrire en 1962 deux Skyline 2, genre deux Skyline Gen 2, une paire de Skyline de seconde génération au Liège, Sofia, Liège devenant au passage le premier manufacturier japonais à s'inscrire et à participer à un rallye européen. La Skyline va bien se vendre, la Gloria, un autre modèle de Prince aussi, alors Nissan, face à tant de rentabilité et surtout pas insensible à l'ambition dont la marque fait preuve, décide d'absorber la marque. Vous vous souvenez sûrement, dans la vidéo sur la Supra, je vous ai parlé du Grand Prix automobile du Japon 1966. Un Grand Prix où Toyota avait ramené la 2000 GT, pensant claquer les fesses à tout le monde, mais où rien ne s'était passé comme prévu. Je vous ai aussi dit que Nissan était arrivé avec la R380, mais ce que je vous avais volontairement pas dit, c'est que la R380 était en fait un prototype construit et conçu par Prince, au même titre que la Skyline qui avait remporté le Grand Prix l'année d'avant. À un an près, la rivalité elle a pas la même gueule, mais alors pas du tout. La première Skyline moderne, ou en tout cas badgée Nissan, ce sera la Skyline 3, aussi appelée C10 et sortie en 1968. Il y aura plusieurs dérivés ou plusieurs trims de cette version, notamment une version 2000 GT parce que 2 litres, et aussi en 1969, la toute première GT-R. Le petit bébé de Shinichiro Sakura qui, déjà, du temps de Prince, était responsable des projets motorsport. Dans la baie moteur de la GT-R, on trouvait une version légèrement dégonflée, va-t-on dire, du GR8, un 6 cylindres de 2 litres qui avait été utilisé dans la R380. Détuné pour une utilisation civile, rebaptisé S20, ce dernier est le premier moteur japonais de série avec plus de 2 soupapes par cylindre. Wouhou! Avec 160 chevaux sous la godasse droite et une suspension indépendante à bras semi-oscillants à l'arrière, la petite Skyline, aussi connue sous le nom de Hakosuka, ira inscrire à son palmarès 49 victoires officielles en moins de 2 ans. Et comme Nissan va se retrouver à vendre une pelletée de bagnoles, dont une chier de Skyline 2000 GT, ou comme disent les gens avec une 50cc en photo de profil sur Reddit, la GT-R du pauvre. Alors j'ai rien contre les 50 cm3, j'ai rien contre ceux qui les conduisent non plus, mais j'en ai quand même un peu plein le cul de voir que toutes mes opinions sont pas les bonnes
face à des gars qui ont juste le BSR. Mais quand Nissan introduit la nouvelle Skyline en 1972, avec toujours autant de bourrin, mais un châssis beaucoup plus pointu et des freins à disque aux 4 coins, la dinguerie, c'est au pire moment possible, c'est-à-dire juste avant le choc pétrolier de 1973, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la 205, et très certainement dans plein d'autres vidéos. C'est comme si ça avait redéfini l'automobile quelque part, cette merde. Et comme la nouvelle Skyline n'est pas effectivement une voiture très économe, les ventes vont bider. Et là, tu vas peut-être pas me croire, mais toutes les Skylines qui vont suivre pendant très longtemps vont bider. Pire, les futurs R30 et R31, entre autres à cause du faible intérêt autour de la marque à ce moment-là, n'auront pas droit à un trim GTR. On va pas chialer non plus, parce qu'on a quand même eu droit à des versions super silhouettes de baiser de la R31, puis la Turbo C, qui est littéralement un proto avec vaguement un aspect civil. Mais en 1985, le JTCC, pour Japan Touring Car Championship, a changé de règlement touring pour être un peu plus proche des voitures de production. Exit les super silhouettes de baiser type groupe 5, les voitures doivent être proches du civil. Non seulement ça baisse ses coûts pour les compétiteurs, mais crucialement, le public aura moins de mal à associer les perfs sur la piste aux véhicules qu'ils peuvent acheter en concession. Et comme 何かが日曜日勝った子は月曜日に売れます。eh ben on comprend sans mal l'importance d'un tel championnat. La Skyline R31 ayant fait son temps, la nouvelle génération Skyline va débarquer en 1989, la R32, dont une version 4 portes qui éveille des choses en moi là. Il y a de la place pour moi, il y a de la place pour ma femme, pour la maîtresse de ma femme et pour la petite amie de ma femme. J'en ai de la chance, ah ouais. Et pour la première fois en 16 ans, le blason légendaire refait son apparition. Cette fois Nissan ne fait plus semblant. La nouvelle R32 GTR va hériter du système 4 roues directrice de la R31, mais amélioré avec un nouveau système baptisé Super Highcast et aussi un système 4 roues motrices issu d'une supercar Nissan dont le développement avait été annulé, la Mid 4-2. Un système alors bien plus perfectionné que n'importe quelle 4 roues motrices. Alors avant toute chose, les anglophones, dans leur infinie sagesse, ont décidé de séparer ce que nous on appelle 4 roues motrices en deux catégories, le 4-wheel drive et le all-wheel drive. Nous, on aura tendance à dire 4x4 ou 4 roues motrices pour un Pajero comme une GTR. Il y en a certains parmi nous, gens de goût, gens qui font attention à ce qu'ils disent, gens qui lisent le dictionnaire, qui vont utiliser le terme de transmission intégrale parfois, mais pour clarifier, il est communément admis que le 4-wheel drive, c'est un système qu'on utilise que dans des cas d'utilisation précis et qu'on engage manuellement. Là où le all-wheel drive, lui, est un système intelligent qui répartit le couple sans intervention humaine. Il est évident que dans le cas de la GTR ici, c'est un système all-wheel drive, un système ultra intelligent capable de prévenir du sous-virage à l'inverse de la majorité des systèmes de l'époque. Et pour faire simple, le ATESA ETS envoyait la majorité du couple à l'arrière jusqu'à ce que ce dernier commence à décrocher. Le système était alors capable en quelques millièmes de seconde d'équilibrer la distribution de couple pour maintenir la voiture dans la bonne direction. Et niveau moteur, on a un RB26 DETT, toujours en 6 cylindres avec un faramineux 280 chevaux. Regardez la vidéo sur la Supra pour comprendre que c'est une vanne là ce que je dis. Allez la voir, elle est vachement bien. Un moteur qui pouvait prendre sans trop de problème plus de 500 chevaux pour une très bonne raison, c'est que la voiture était avant tout prévue pour la course et ensuite déclinée en version civile. Un risque à l'époque pour Nissan, un risque qui avait été pris pour essayer de se démarquer, de redynamiser les ventes en passant par le sport auto. Et disons que en interne, le plan était pas mal décrié. Nissan était loin d'avoir besoin de prendre des risques, surtout quand on voit les sommes investies dans le développement de la R32, des sommes pas du tout négligeables pour la compta qui se demande où est passé tout le fric. Mais quand la R32 est pour la première fois alignée sur la grille en JTCC le 18 mars 1990 sur le circuit de Minet, la compta va avoir sa réponse. Les R32 engagés vont être écrasantes de domination pour la première course, non, première saison, pas une, entendez-moi bien, pas une course cette saison-là ne va être remportée par autre chose qu'une R32, que ce soit en 90, en 91 ou 93. La voiture devient le poster boy de la haute performance JDM. Nissan ne va pas s'arrêter là. 24 heures de Spa, du Nürburgring, Macao, 1000 km de Bathurst, rien ne résiste à celle que la presse vient de baptiser Godzilla. Alors, en 1993, quand le sobrement intitulé All Japan Grand Touring Car Championship est annoncé avec son règlement qui vise à empêcher les équipes Nissan de dominer grâce à l'implémentation de ballast et de bris de moteur pour ceux qui gagnent trop, un concept qu'on appelle aujourd'hui BOP ou Balance of Performance, c'est tout naturellement que Nissan va débarquer avec des efforts privés et des efforts d'usine dans leur habit de lumière, les Callsonic, les Excel, les Pennzoil, etc. Bref, que des jolies voitures que vous avez conduites dans Gran Turismo, ou peu s'en faut. Alors ils ont fait quoi, hein? Tu te dis, avec la BOP,
peut-être que la R32 est là. Non, ils ont niqué tout le monde. T'as cru quoi? T'as vu la vidéo sur la Supra ou pas? Sur le cours de la saison, il n'y aura que des Nissan victorieuses. 3 fois sur 4, la Nissan en question était une GTR. Et la 4e fois, c'était une R92 CP. Ouais, c'était un délire. Dites-vous, sur la grille JGTC 94, il y avait une Porsche 962C. Voilà, plus proche du civil, on a dit. Nissan bousille tout sur son passage, au point où, pour les arrêter, Toyota va, en 1995, engager 5 Toyota Supra. Sans succès, puisque la même année... Une aéro plus travaillée, moins traînée, plus de grippe, moins portante, un empattement rallongé, donc une voiture plus stable, un châssis plus rigide, bref, tout ce qu'il faut pour foutre 20 secondes à celle qu'on appelait Godzilla sur le Nürburgring. Alors oui, le système 4 roues motrices et directrices a encore été amélioré, mais dans le cadre du JGTC, on s'en branle un peu. Les GTR qui couraient dans la catégorie étant toutes des propulsions. Accompagnés sur la grille par des R32 d'ancienne génération, les petites sœurs, les nouvelles GTR vont avoir un peu de mal en début de saison. Mais au fur et à mesure, les équipes vont apprendre à travailler autour de ces petits quirks communs à toutes les nouvelles voitures en compétition, et même si Toyota sera vaillante et nous donnera une course anthologie à Sendai, au bout du compte, c'est Nissan qui l'emporte. En 96, on aura droit à ce chouette entracte de la rivalité Nissan-Toyota dont on a parlé dans la vidéo précédente, mais en 97, Godzilla a perdu. En 97, sa petite sœur a aussi perdu face à Toyota et son effort de guerre, perdu face à une Supra sponsorisée par une marque de lubrifiant, alors qu'en vient 1998, Nissan prend les mesures nécessaires. Déjà, il nous faut une marque de lubrifiant sur la bagnole. Ensuite, on demande à notre Eric Comas national, oui, lui-même qui était chez Ligier dans le temps, oui, le même qui roulait pour Toyota en 96, de prendre le volant avec Masami Kageyama, lui aussi ex-Toyota, la même Toyota qui avait effleuré le titre de 97, mais après une grosse battle fratricide, avait dû abandonner. Oui, vous sentez, c'est la team du seum. Le seum en question, on va le mettre à bon escient. Alors training montage et on part pour Suzuka et la première manche de la saison. Honda mène la danse en qualif avec 2 NSX, la Mobile 1 et la Raybrig, ultra dominants sur leur terre. Les voitures vont étendre le gap en début de course. Et puis, en toute fin de course, la NSX Mobile 1 va être pénalisée pour avoir doublé sous drapeau jaune. Le stop and go va le mettre sous la menace directe de la GTR numéro 23 du team Pendoil. Sous la pression, le pilote de la NSX, Koji Yamanichi, va commettre une erreur à la sortie du virage 1. La GTR s'en régale. Au volant, Comas met le paquet pour assurer la P2, conscient que la NSX derrière lui a le dessus en termes de rythme, quand soudain, à 5 tours de la fin... Comas serre les miches, derrière lui il y a une NSX qui remonte, mais on est en 98, Comas est français, il va ramener la coupe à la maison. À Fuji, les NSX imposent leur rythme en qualif, tout le monde s'attend à des étincelles en course, ils vont pas être déçus. Sur une piste détrempée avec pas loin de 45 voitures présentes, la safety car, lors du tour de formation, va subitement ralentir dans la ligne droite. Tetsuya Ota va freiner fort, aquaplaner, percuter une Porsche, son réservoir va se percer, le feu va prendre. Ota sera sévèrement blessé. Les services d'urgence vont intervenir, mais un peu trop lentement. Personne ne mourra, c'est pour ça que je me permets de vous montrer les images, mais Ota, piégé dans sa Ferrari, plus d'1 minute 30, sera suffisamment blessé pour devoir mettre fin à sa carrière. Quant à la course elle-même, à cause d'une météo défavorable et peut-être aussi démotivée par ce qui vient de se passer, les organisateurs décident de ne pas la courir, malgré avoir initialement proposé un plan pour la raccourcir à 51 tours au lieu de 67. Aucun point ne sera distribué, rendez-vous à Sendai. Encore une fois, c'est une NSX qui s'élancera devant. Encore une fois, la course paraît à l'avantage Honda et puis la panne. La Castrol rentre en boitant, la Pennzoil prend la tête et la Raybrig, qui a alors la responsabilité de la marque sur ses épaules, se lance à l'assaut de la R33. La Real TV nous montre un pit stop pendant que la NSX prend la tête, on sait que celle-ci va creuser l'écart, la cause est entendue. La Raybrig rentre ensuite pour ce qui sera son dernier pit stop. La GTR reprend la tête, on s'attend à ce que la Raybrig, avec un clair avantage de rythme, repasse devant rapidos, et alors que la Real TV, toujours sur les bons coups, nous montre un chouette plan de la numéro 12 du team Celsonic. Raybrig NSX だ! Raybrig NSX がクラッシュ! Raybrig NSX がエストタイガースープラと絡んだ! 2番手を走行していたペンゾイルを追っていたRaybrig NSX ここでなんと... Alors la GTR l'emporte. Encore. Et si le reste de la saison va clairement tourner à l'avantage Honda, avec une victoire à chaque course à partir du rerun de Fuji, la numéro 23 sera suffisamment régulière et les NSX gagnantes suffisamment variées entre la Team Mobile 1, Raybrig ou Castrol. Trop souvent en panne, trop souvent dans un bac à gravier ou un mur pas assez constante ou pénalisée.
tout finit par jouer à l'avantage de la GTR et au désavantage des NSX. La numéro 23 deviendra championne. Alors oui, c'est pas de la manière la plus flamboyante. La NSX Mobile 1, seul rival pour le titre, va tomber en panne pendant le tour de formation de la dernière course de la saison. Non, Nissan va pas aller chercher le titre dans un combat à mort face à Toyota comme j'aurais voulu pour faire la plus belle des fins possibles à cet arc narratif. Mais chez Nissan, et puis aux yeux du grand public, c'est pas bien grave. Et de toute façon, on peut toujours dire à l'année prochaine, hein. En 1999, la nouvelle évolution de la Skyline, la R34, va être dévoilée au monde et la GTR, une fois de plus, repousse les limites du raisonnable pour une voiture de sport. Le RB26 DETT est toujours là, cette fois-ci avec une turbine en céramique. C'est quelque chose qu'ils avaient tenté sur la R32, fut un temps, mais il y avait des problèmes de fiabilité, donc ils ont rollback le bail parce que ça marchait pas super bien. La voiture était plus courte, pour être plus nerveuse, équipée d'un système de divertissement intégré qui pouvait, selon les trims, aussi donner des data perfo. Nouveau différentiel, système ATSA ETS encore évolué. Le nouveau cheval de bataille Nissan est un vrai pur sang. C'est celle que tout le monde adore, qu'on voudrait en Midnight Purple ou grise avec des bandes bleues, même si on n'est pas passionné d'automobile, c'est dur de passer à côté de la dernière GTR à porter le nom Skyline. Et un peu comme la Lancer Evo 7 qui pointera son nez que 3 ans plus tard, la nouvelle GTR offrait des perfs de supercar pour un tiers du prix. Et en JGTC, la pole de la première de la saison va encore à l'avantage NSX, mais cette fois-ci, les choses sont bien plus proches. La GTR Pennzoil, portant maintenant le numéro 1, se bat avec les NSX. Et si la Takata Dome l'emporte, on sait que ce n'est que partie remise. Pourtant, à Fuji, la domination des NSX, notamment la Ray Brick, va embarrasser littéralement tout le monde. Surtout les Supra qui, de toute la saison dernière, n'ont pas remporté la moindre course et dont la baisse de forme laisse à penser que la domination 97 n'était peut-être qu'un simple coup de chance. Pourtant, à Sugo, envers et contre tout, c'est bien une Supra qui va à terme l'emporter. La première NSX pointe 3ème. La BOP est peut-être en train d'arriver à maturité dans ce championnat. Nissan répond à miner malgré le barrage de Toyota Supra en tête avant même le premier virage. Partie 8ème, la championne en titre se jette dans la bataille pour essayer de conserver son numéro 1. Et après un duel intense entre ex-pilotes de Formule 1, Katayama dans la Toyota, Comas dans la Nissan, c'est le pilote français qui triomphe, mettant fin à la disette de Nissan. Maintenant on serre les fesses, on reste régulier et on compte sur Honda et Toyota pour se voler la vedette suffisamment pour garantir le titre. À Fuji, la Pennzoil ne gagnera pas, mais reste bien dans le coup, finissant 3ème. Et si à Aida, elle est vraiment pas dans le coup pour la victoire, elle sauve les meubles en finissant P7, pendant que la GTR du Team Autobax joue les premières dames devant. Quand on arrive à Montégui pour la finale, une simple 4ème place suffira pour garder le numéro 1 à l'entame de ce nouveau millénaire. Et partie 6ème, la numéro 1 chute 8ème position, puis va entamer sa remontée. Tour après tour, voiture après voiture, la GTR donne tout. Pendant ce temps-là, devant, entre la Supra Castrol et la NSX Castrol, ça se chauffe pour gagner la dernière de la saison. La NSX cale au stand, donne la P1 à la Supra, et puis tentant de refermer le gap, la NSX se sort. Pour Honda, ça ne veut toujours pas. La numéro 1 est alors P2, elle laisse passer l'autre GTR sur la ligne et finit P3. Le titre est conservé. Nissan aura, dans une nouvelle ère du JGTC, une ère plus mature, une ère plus compétitive, prouver que le vieux lion est encore vaillant. Alors on fait ses valises et on part à Autopolis pour la manche All-Star. Une nouvelle tradition maintenant du JGTC. On pense déjà plus vraiment à la saison qui vient de s'écouler, on célèbre, on savoure le moment. Aujourd'hui on ne se bat plus pour des points, on se bat pour la gloire, on se bat pour le prize pool. Et si chez Nissan on est satisfait, chez Honda on a encore la dalle. Doublé NSX Mobile 1 et Ray Briggs, on s'adjuge les derniers honneurs de 1999. La saison est bel et bien terminée. Dans la moiteur de ce dimanche de novembre, chez Toyota on spécule, chez Nissan on rigole, on célèbre. Et chez Honda, on retourne bosser. Parce qu'on le voit bien depuis 2 saisons, on le sent ce potentiel. On sait que cette voiture, elle promet beaucoup. Mais chez Honda, on sait surtout une chose. La victoire, ça ne se promet pas. Ça se construit.